l'Égypte est un pays clé au Moyen-Orient en général et dans le monde arabe en particulier. Mais ce pays est-il politiquement stable? Le président de l'Égypte est en place depuis 1981, cela fait plus de 20 ans, et ce qui devrait garantir la stabilité provoque peut-être l'inverse, en faisant le lit des mécontentements du pays, et donc le lit de ceux qui les récupèrent, les mouvements socio-islamistes. Alors prenons quelques cartes de l'Égypte pour vous raconter l'histoire de ce pays qui est doté de 4 rentes. L'Égypte est l'un des plus vieux États au monde sur un territoire proche de celui que nous connaissons aujourd'hui, organisé autour du Nil. L'Égypte pharaonique commence en 3200 avant l'ère chrétienne, elle va durer jusqu'à l'époque du Christ, où elle passe alors sous diverses influences étrangères. Sous l'influence d'Alexandre le Grand, puis des colonisateurs romains, arabes, turcs et finalement anglais. La civilisation égyptienne est donc l'une des rares civilisations à former une continuité entre la période néolithique et ce qu'on appelle l'histoire. Cette histoire, l'une des plus longues, a laissé un ensemble archéologique et cosmogonique parmi les plus riches au monde. Et ces nombreux temples, pyramides, ruines, de toute beauté, ont une fonction de mémoire et de témoignage, mais aussi une fonction économique. Ces vestiges attirent chaque année des millions de touristes du monde entier. Eh bien, ces rentrées de devises constituent sans doute la première rente de l'Égypte. Le pays fait 1 million de kilomètres carrés, il a 70 millions d'habitants, arabes à 99%, mais le peuple égyptien fut formé à l'origine d'une population dite hamitique, apparentée aux Somalis et aux Galas, avec des apports noirs, sans doute nubiens, des apports sémites et des apports libyens. Dans leur grande majorité, les Égyptiens sont des musulmans sunnites, plus la minorité chrétienne, copte, entre 10 et 20% de la population, on ne sait pas précisément, car cette minorité est désormais fortement discriminée. Le pays, donc, est totalement structuré par le Nil, qui joue un petit peu le rôle d'aimant pour cette population. Le fleuve serait comme une oasis qui traverse un désert sur toute sa longueur. Comme le disait l'historien grec Hérodote, l'Égypte est un don du Nil. Le Nil, c'est évidemment une deuxième rente pour l'Égypte. Et quand on regarde une carte de répartition de la population égyptienne, on voit qu'elle se situe de part et d'autre du fleuve. Là s'inscrivent les zones d'irrigation et donc de production agricole. Au sud a été construit le barrage d'Assouan avec l'aide soviétique entre 1960 et 1970. Ce barrage crée une immense retenue d'eau, le lac Nasser, qui contient 2 fois la crue annuelle du fleuve, ce qui a augmenté les capacités d'irrigation permanente et a permis l'augmentation du nombre des récoltes céréalières et fruitières. Mais en aval, les conséquences négatives sont nombreuses, notamment la forte augmentation de la salinité, ce qui perturbe l'agriculture dans le delta. Alors justement, au nord, on a un delta qui forme comme un triangle entre le Caire, capitale du pays, la plus grande ville d'Afrique avec plus de 16 millions d'habitants, à l'ouest, Alexandrie, 4,5 millions d'habitants, où vient de s'ouvrir la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie, et à l'est, Port Saïd, sur l'embouchure du canal de Suez, à l'entrée du Sinaï. Alors, arrêtons-nous un moment sur la zone du canal. Ce canal de Suez, entre la mer Rouge et la Méditerranée, a été achevé en 1869, construit avec les plans de l'ingénieur français Ferdinand de Lesseps. Et ce passage maritime artificiel entre Europe et Asie est d'une importance majeure car il évite le contournement du continent africain par les navires. C'est le trajet le plus court entre Barcelone et Singapour. Et pour l'Égypte, l'importance est aussi financière. Je vous rappelle que Nasser avait nationalisé le canal en 1955 et avec le passage de près de 40 navires par jour en moyenne, le canal rapporte au pays un peu moins de 2 milliards de dollars par an. Voilà, qui constitue la 3e rente permanente du pays. Donc, rente numéro 1, l'histoire du pays et le tourisme qui en découle. Le Nil est une rente numéro 2, le canal de Suez, rente numéro 3. Voyons maintenant la fonction stratégique de ce pays. Le pays a pour voisin la Libye à l'ouest, le Soudan au sud,
Sur son est, on trouve Israël, la Jordanie et l'Arabie saoudite, séparés par le désert du Sinaï et la mer Rouge. L'Égypte est un pays central avec une position géographique pivot et la diplomatie qui en découle. L'Égypte a été le premier pays arabe à signer un traité de paix avec Israël. Ce sont les accords de Camp David de 1979. En échange de quoi, et tous les ans depuis 1980, les États-Unis versent au budget égyptien plus de 2 milliards de dollars. Israël étant le premier pays bénéficiaire au monde de l'aide directe américaine avec 3 milliards de dollars par an. C'est la quatrième rente générée par la position stratégique de l'Égypte. Or, cette dernière est en fait désormais un facteur de tension à cause de l'alignement du Caire sur les positions des États-Unis. La population égyptienne est contre cet alignement et exprime cette opposition d'autant plus fortement lorsque les États-Unis font la guerre à l'Irak. Contester la politique américaine, c'est une façon de contester le régime en place au Caire depuis plus de 20 ans. On a toute une société civile qui pense en fonction des règles et des croyances d'un pays musulman. Or, l'expression politique de ces croyances n'est pas libre. L'Égypte avait été pourtant la première à ouvrir ce débat avec Hassan el-Banna, qui fonde en 1928 la confrérie des frères musulmans. Sur une période de quelques 60 ans, société islamique et pouvoir politique oscillent sans cesse entre alliance et hostilité. Ce fut le cas pour Nasser, ce fut le cas pour Sadat, assassiné par un commando, lui reprochant les accords de Camp David avec Israël. Et aujourd'hui, on a l'impression d'être dans le même scénario que vers la fin des années Sadat. Le pouvoir du président Moubarak s'exerce sur un pays politiquement malade. L'homme l'est aussi, il est au pouvoir depuis 1981. Et tout cela conduit à un immobilisme dangereux. Et les islamistes égyptiens ont repris depuis quelques années la lutte contre ce pouvoir temporel. D'abord par des attentats visant des intellectuels égyptiens, puis visant les touristes, comme à Luxor en 1997, ce qui atteint directement la rente du tourisme. Et face à la violence islamiste, le pouvoir répond par la répression, les arrestations. Il élargit la compétence des organes de sécurité, ce qui ouvre sur une brutalité et nourrit le cycle de la vengeance. Il faut savoir que depuis l'assassinat de Sadat, l'état d'urgence n'a jamais été levé dans le pays. Alors tout cela, évidemment, n'est pas stable. Le nombre de touristes est en baisse depuis les attentats de Luxor, depuis la guerre en Irak, maintenant depuis l'accident d'un Boeing égyptien en janvier 2004. L'aide américaine est appelée à baisser et de toute façon, les relations entre le Caire et Washington sont bien plus difficiles depuis le 11 septembre. Même si le Caire nie, le successeur désigné de Ben Laden, Al-Zawahiri, est un médecin égyptien converti aux thèses extrémistes dans les prisons égyptiennes. Mohamed Atta, le pilote du Boeing contre la Tour Nord à New York, est fils d'un avocat kérote. Des centaines d'Égyptiens sont enrôlés dans Al-Qaïda. Alors il n'y a sans doute pas de perspective de prise du pouvoir par les islamistes en Égypte, mais il y a des franges radicales, désespérées, qui s'expriment par le terrorisme pour avoir le maximum de visibilité. Les Égyptiens, et pas seulement la mouvance islamiste, en ont assez d'un pouvoir agenouillé devant Washington et corrompu. On le comprend, l'Égypte est à un tournant. Le régime est pro-américain et en paix avec Israël, et pourtant avec une population arabe profondément anti-Israël et anti-juive. Et la politique israélienne donne évidemment raison aux plus radicaux des islamistes. Ensuite, la démographie est forte. 600 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail, et pourtant les investissements étrangers sont plutôt en baisse. L'écart est grand entre la société civile et le régime politique. L'écart est immense entre la société rêvée par les Égyptiens et la société réelle où ils vivent. Donc l'Égypte fait le grand écart, mais pour combien de temps ?